Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de craquer dans ma chemise, ce n'est pas grave. Bon, et ben nous voici pour cette deuxième vidéo du deuxième quatuor, la lettre E, qui est destinée donc au manga Eden Zero. Et ben je ne vous cache pas que ce script a été un petit peu difficile à faire. Je marche un petit peu sur des œufs, tant pis, je vais éclater la chemise au cours de la vidéo. On y va. On va pas faire une introduction à rallonge et tout ça. J'ai fait un script, je vais me caler sur le script et puis on va bien voir. Hein. Allons-y, donc Eden Zero. Eden Zero est un manga dans le plus pur style shonen, toujours... Alors je vérifie, parce que oui, c'est bon le son. Eden Zero est un manga dans le plus pur style shonen, toujours en cours de production au Japon. Il y a 31 tomes. En France, 28 tomes sont disponibles aux éditions Pika. Eden Zero est la grosse série sur laquelle travaille actuellement Mashima Hiro, en plus de ses multiples projets en cours. Mashima Hiro est l'un des 10 noms de mangaka les plus connus au monde. Je parlerai un peu plus en détail de lui en seconde partie de vidéo, concentrons-nous d'abord sur Eden Zero. Eden Zero est un shonen, donc un manga marketé pour des adolescents. Et même un manga qui est marketé au Japon pour les jeunes et très jeunes adolescents. Marketing qui est presque reproduit tel quel en France. Je nuance mon propos, nous en parlerons plus tard. Et nous aurons l'occasion de voir dans cette présentation de vidéo que si l'omniprésence du fanservice dans les œuvres de Mashima Hiro pose problème, oui, ça y est, je viens de parler de Mashima Hiro, je suis sur son manga Eden Zero, et je viens tout de suite, immédiatement, c'est le premier sujet qui tombe, vous vous en doutez bien. On va parler du fanservice dans le travail de Mashima Hiro, et notamment dans Eden Zero. Donc la question, qu'est-ce qui pose problème? Parce que la question du fanservice pose problème, hein, ne nous voilons pas la face. Si vous n'êtes pas très conscient de ce que ça veut dire fanservice, le fanservice, tout simplement, c'est le fait d'utiliser certains biais de marketing ou marketer très précisément. Là, en l'occurrence, quand on parle de fanservice, on parle spécifiquement de faire appel à l'érotisme, au sexe dans les œuvres, là où il n'y en aurait pas forcément besoin, pour pouvoir attirer davantage de public et faire plaisir aux fans. Voilà. Donc, et c'est quelque chose qui est très présent, voire excessivement présent dans le travail de Mashima Hiro, et qui lui est du coup reproché. Donc, est-ce que le problème, ce ne serait pas plutôt l'âge du public à qui seraient destinées les œuvres de Mashima Hiro du coup? Parce que là, je vous ai dit que Eden Zero, au Japon, était marketé pour donc les shonen, donc les adolescents, mais même pour les jeunes, pour les genre 9, 10, 11, 12, donc même les pré-ados, quoi. Et donc, ma question c'est, est-ce que le problème c'est pas l'âge du public à qui est destinée l'œuvre, hein, est-ce qu'il n'y a pas en fait une dissonance Donc, il nous faudra bien un jour aborder la question du sexisme ambiant, hein, le sexisme ambiant, dans la très vaste majorité des mangas, et même dans les shoujo, dont les auteurs peuvent être des femmes. Hein. Mais je marche sur des œufs, parce qu'il s'agit aussi de questions liées aux différences culturelles entre différents pays, et en ce qui nous concerne ici, entre le Japon et la France. Je pense que la présence du fanservice et les interactions des personnages qui en découlent fait que je ne conseillerais pas ce manga si vous avez moins de 13 ans, donc on parle bien de Eden Zero. Si vous faites partie de ces adolescents qui avaient pensé et qui pensaient encore que dans le manga Goblin Slayer, lorsque des gobelins enlèvent des femmes pour les violer, il s'agit de sexisme, petite parenthèse, au-delà du fait des quelques tarés que les scènes de gore et de viol sur des femmes mutilées puissent exciter, hein, et en supposant que l'auteur Kagiyu Kumo et les dessinateurs Kurose Kosuke et Kanatuki Noboru n'ont justement pas conçu ces scènes pour plaire à ces individus au goût spécifiquement répugnant. Hein, d'accord. Donc voilà, si vous êtes de ces jeunes qui ont pensé que dans Goblin Slayer, notamment quand il y a l'anime qui est sorti aux États-Unis et du coup dans le monde, enfin, quand l'anime est sorti au Japon et du coup dans le monde, et bien que dans le premier épisode, lorsqu'il y a des femmes qui se font agresser par ces horribles trucs répugnants que sont les gobelins dans cette histoire, et bien il s'agissait là en fait de sexisme. Si vous faites aussi partie de ces adolescents qui avaient pensé et qui pensaient encore que dans le tome 1 du manga The Rising of the Shield Hero, le fait que la princesse soit une menteuse et une manipulatrice soit du sexisme, alors je pense que vous n'êtes pas assez mature pour lire Goblin Slayer et The Rising of the Shield Hero. Et je pense
que vous n'êtes pas assez mature pour lire Eden Zero. Alors vous allez me dire, bon, Goblin Slayer, c'est un seinen, c'est absolument pas marketé pour les jeunes ados. Et The Rising of the Shield Hero, c'est un shonen, mais il n'est pas non plus marketé pour les jeunes ados. Eh ben oui. Eh ben je pense que Eden Zero ne devrait pas être marketé pour les jeunes ados, pardon. Lorsque dans Eden Zero, Shiki regarde sous la jupe de Rebecca, elle lui met directement son pied sous la tronche. Donc on va voir plus tard, Shiki et Rebecca sont un peu les deux personnages principaux de l'œuvre. Lorsque le personnage de Rebecca se fait harceler dans la rue parce qu'elle est en jupe ou en mini-short, elle réagit immédiatement en tirant sur les deux cons, elle ne se laisse pas faire. Rebecca, dans Eden Zero, n'est pas une victime. Elle n'est jamais présentée comme une victime. Même lorsqu'elle tombe dans un piège, elle va chercher des solutions, elle peut se sauver elle-même, elle remporte ses propres combats, elle n'a pas besoin d'être sauvée par un garçon ou un homme. Rebecca, elle casse des gueules, et elle est trop stylée quand elle le fait. Vous me direz, le sexisme dépend aussi de l'intention de l'auteur, et a priori, très clairement, Mashima Hiro a l'air de beaucoup apprécier dessiner des adolescentes dans des positions suggestives, et avec peu, voire pas du tout de vêtements. Et vous aurez raison. Il s'agit donc de définir à qui s'adressent les dessins en question, et en l'occurrence, pas à un public trop jeune. Ensuite, si pour vous, en tant que lecteur et lectrice, l'intention de l'auteur est plus importante que le fait qu'ils permettent aux personnages dénudés d'assumer et de défendre leurs choix et leurs opinions. Je le comprends tout à fait, et je dois vous dire que dépendamment de l'auteur, j'adopte tout à fait cette position sur certains mangas, notamment lorsque le mangaka cherche à nous faire passer un message politique. Ce qui n'est pas le cas, de mon point de vue, dans les œuvres de Mashima Hiro. Je ne pense pas que Mashima Hiro, dans ses œuvres, défende une position sexiste et pour rabaisser la condition de la femme. Moi, je pense vraiment qu'il fait du fanservice pour le kiff de faire du fanservice. Je pense pas qu'il y ait un message derrière, un engagement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vous présente Eden Zero, un manga d'aventure. Pourquoi immédiatement commencer par parler du fanservice présent dans les dessins ? Parce que si vous avez lu Fairy Tail, la grande œuvre, je dis pas que c'est une œuvre majeure, si, on peut peut-être considérer que c'est une œuvre majeure, c'est un autre débat. Donc la grande œuvre précédente de Mashima Hiro, et que vous avez été gêné par la présence continuelle des dessins sexy, sachez que dans Eden Zero, c'est pire. Il y a du fanservice partout. Voilà, si vous avez été gêné par les dessins sexy et le fanservice dans Fairy Tail, Eden Zero, c'est pire. Pour être concret, il y a beaucoup de dessins où l'axe de vue est centré sur les fesses ou les poitrines, tout simplement. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Heureusement, ce n'est jamais, ou presque jamais, mais je vais dire jamais, ce n'est pas fait au détriment de la qualité du dessin et du récit. Vous voulez voir un dessin sexiste qui me pose problème ? J'ai l'exemple parfait. Le travail de CO Koji sur Goddess Café Terrace. Alors oui, maintenant le côté ecchi des dessins de cet auteur est annoncé et donc assumé. Parce que dans son travail précédent, Fuka, il balançait des dessins très beaux, mais très sexy, et ce n'était pas l'ambiance du récit. Donc moi, personnellement, je trouvais ça hyper désagréable. Pourtant, en vrai, je suis pas le dernier pour me rincer l'œil. Donc, Goddess Café Terrace a le tag ecchi sexy, c'est assumé. Bon, par contre, il faut un peu respecter son dessin, monsieur CO Koji. Parce que déformer des fesses et des cuisses pour mettre en valeur un pubis disproportionné au travers d'un short en jeans, de mon point de vue, très personnel, on franchit la limite du dessin fanservice et coquin pour aller du côté où on ne respecte pas son dessin et le personnage qui est mis en scène. Pour moi, c'est un fanservice qui est beaucoup plus sexiste que celui de Mashima Hiro dans Eden Zero. Mais vous allez me dire, faire des comparaisons comme ça, c'est pas un vrai argument. C'est vrai. Dans une scène similaire, Mashima Hiro a positionné le pied droit de Rebecca pour qu'on ait toujours le côté coquin avec l'arrondi de la fesse, sans que cela devienne vulgaire. Mais peut-être que pour vous, c'est déjà trop. Je ne vous dis pas comment voir le dessin. Je ne vous répéterai jamais assez à quel point mes présentations de manga sont subjectives. Donc voilà, Eden Zero est un manga a priori destiné à des adolescents, mais pas trop jeunes. Enfin, parlons concrètement du manga. Parce que j'ai effectivement estimé que
à partir du moment, voilà, à partir du moment où on parle d'un travail de Mashima Hiro, bah oui, on commence par évacuer la question du sexisme et du fanservice. C'est bon, ça a assez duré, maintenant on parle vraiment du manga. Il s'agit d'un pur space opéra, c'est-à-dire un récit de science-fiction dont tout l'univers, tout l'environnement de vie des personnages prendra place dans le fait que vivre dans un vaisseau spatial et effectuer des voyages d'une planète habitable à l'autre est aussi simple et évident que le fait d'être propriétaire d'une voiture et rouler tous les matins pour aller au travail. Le personnage principal, Shiki, part tout simplement dans une aventure intergalactique, c'est-à-dire qu'il va visiter plusieurs galaxies, avec pour objectif final quelque chose que l'on pourrait identifier comme étant atteindre les frontières de l'univers. Au cours de son voyage, il va rencontrer plein de personnages. Beaucoup deviendront des amis, d'autres des ennemis. Certains passeront de la case ennemi à ami. Il s'agit là d'un cliché scénaristique de manga shonen qui est parfaitement assumé dans les œuvres de Mashima Hiro. Tout comme le fameux pouvoir de l'amitié qui permet de trouver force et courage pour vaincre le méchant lorsque tout est perdu. L'idée, c'est de ne pas trop abuser de ces clichés et lorsqu'on les utilise, de bien le faire pour que cela n'ait pas l'air artificiel ou ridicule. Je pense que dans Eden Zero, c'est plutôt bien fait. En ce qui concerne les ennemis qui deviennent des amis, Mashima Hiro explique qu'il est parfaitement conscient qu'il n'arrive pas à créer des personnages qui soient fondamentalement méchants. Et que lorsqu'il introduit un personnage particulièrement cruel et même meurtrier, il ne peut pas s'empêcher d'ajouter une touche de lumière dans toute la noirceur du personnage. De sorte que de son point de vue, personne n'est fondamentalement méchant, mais que ce sont des successions d'événements et de rencontres qui vont nous influencer. Cette petite phrase « succession d'événements et de rencontres qui vont nous influencer », vous allez voir qu'elle aura son utilité pour plus tard lorsque je vais continuer à vous présenter le manga. Pour l'instant, on est dans une petite parenthèse. Et comme il est l'auteur, Mashima Hiro, il peut faire ce qu'il veut de ses personnages, en cela que nous, lecteurs, sommes libres d'aimer ou de détester les différents protagonistes et antagonistes du récit. Mashima Hiro, lui, apprécie à peu près de la même manière tous les personnages qu'il crée. Il ne leur veut pas de mal. Tout comme J.R.R. Martin apprécie tous les personnages qu'il crée dans Game of Thrones. Il ne leur veut pas fondamentalement du mal. Mais il a décidé que pour faire avancer son récit, à cet instant précis, tel personnage allait mourir dans des conditions abominables. Mashima Hiro, lui, a décidé que dans l'avancée de son récit, les personnages principaux ne perdraient jamais l'espoir qu'il y a du bien, avec un B majuscule, dans tous les personnages qu'ils allaient rencontrer, et que cette raison était suffisante pour ne pas éprouver de la haine envers eux. Le style graphique de Mashima Hiro est très identifiable. Nous en reparlerons en fin de vidéo. Pour l'instant, disons qu'il a un effet cartoon. Je ne suis pas assez compétent dans les différents styles de dessin pour dire que c'est du réalisme, c'est de l'hyper-réalisme, c'est du réalisme hyper déformed, c'est du semi-chibi, ou que sais-je. Je ne sais pas. Il n'est pas le seul à dessiner dans ce style ou un style similaire. Je pense ne pas me tromper en disant que Oda et Chiro, sur One Piece, bien qu'il n'ait pas du tout le même coup de crayon, doit appartenir à un style qui a peut-être le même nom. Vous voyez, peut-être qu'ils sont dans un style de dessin qui est à peu près similaire. Ouais, pour moi, c'est à peu près similaire. Par exemple, dans ce discours, je dirais que le dessin de Kishimoto Masashi sur Naruto et le dessin de Arakawa Hiromu sur Full Metal Alchemist appartiennent au même style. Ils n'ont pas le même coup de... lui et elle n'ont pas le même coup de crayon. Mais c'est, disons, on va dire le même format de dessin. Pour en revenir au style de dessin de Mashima Hiro, mon interprétation est que dans ce style de dessin peu réaliste, apparaît le côté peu grave des événements racontés. Et pourtant, les événements racontés dans Eden Zero sont plus durs, plus violents, et parfois plus dérangeants et révoltants que ceux qui sont présentés dans Fairy Tail. Faut que je me retienne de ne pas faire trop de comparaisons systématiques entre Eden Zero et Fairy Tail, mais comme ce sont les deux grandes œuvres majeures, et notamment dominées par le style graphique de Mashima Hiro, c'est un peu difficile de ne pas le faire. Poursuivons. J'ai évalué la violence de Fairy Tail à 12 sur 20, et celle de Eden Zero à 13 sur 20. Vous vous souvenez, la violence, je vous l'ai expliqué dans la première vidéo Interquatuor, comment je la calculais. Et notamment, entre le 12 sur 20, eh bien, il y a l'intention déterminée de faire du mal. Effectivement, dans Fairy Tail, il y a cette intention, il y a certains antagonistes qui ont l'intention de faire du mal et de tuer. Mais au final, il y a effectivement toujours des petites entourloupes scénaristiques qui permettent de réduire et d'atténuer les événements graves dans Fairy Tail.
ce qui est beaucoup moins présent dans Eden Zero. C'est pas absent, il y a effectivement des entourloupes scénaristiques, mais on sent qu'il y a un travail sur les conséquences. On en reparlera. Il y a des personnages, je ne veux pas qu'ils soient pardonnés. Je veux qu'on leur casse la gueule et qu'ils payent leurs méfaits dans la souffrance. Il y en a d'autres, j'ai vraiment envie que la conclusion de leurs arcs soit positive. Mais le dessin me permet aussi de ne pas être révolté ou émotionnellement bousculé, comme peuvent le faire des styles de dessin qui me semblent beaucoup plus réalistes, comme celui de Miura Kentaro sur Berserk. Pour moi, Mashima Hiro est un bon auteur d'histoire et un bon dessinateur. Je ressens les émotions que je suis supposé ressentir en lisant Eden Zero. Sans pour autant être aussi émotionnellement investi que je peux l'être, par exemple, en lisant Berserk. Mais c'est très bien ainsi, je pense que ma manière de percevoir et de ressentir en lisant Eden Zero est celle qui convient, a priori. Tout cela pour dire que fondamentalement, entre le style de dessin et la manière de gérer les interactions et personnalités des protagonistes et antagonistes, je pense percevoir ce sentiment d'auteur qui est de dire « je leur veux pas de mal, je raconte une histoire ». Et le mieux, c'est lorsque la personnalité d'un personnage prend le pas sur ce que j'avais initialement prévu et influence différemment un événement et donc mon récit. On en reparlera aussi plus tard. Enfin, il y a quelque chose de très spécifique qui est souvent une fausse bonne idée et qui est présent dans Eden Zero. C'est les retours dans le temps, ou aujourd'hui maintenant un peu plus communément appelés les sauts dans le temps, en avant et en arrière. Le concept est introduit dès la fin du tome 1, et pour cause, il s'agit d'un axe scénaristique majeur du récit de ce manga. Parce que c'est pas défini dans le synopsis initial. Quand vous lisez le synopsis du tome 1, derrière, on va pas vous dire « Ah, au fait, il y aura des sauts dans le temps dans l'histoire. » Non. Mais c'est un événement scénaristique majeur. Enfin, un axe, pas un événement, parce que c'est un événement du coup qui revient plusieurs fois. Dans le manga. C'est souvent très casse-gueule, l'occasion de créer plein de choses contradictoires et illogiques. Eh bien, pas dans Eden Zero. Au contraire, c'est plutôt bien géré. Personnellement, je n'ai jamais eu l'impression d'être perdu. On sent l'expérience de Mashima Hiro en tant qu'auteur. Il va systématiquement trouver une manière de nous indiquer où on est, quand on est, et ce que cela veut dire de la personnalité de tel ou tel protagoniste, sans que cela soit une scène d'exposition artificielle. Au début, j'ai craint que le pouvoir du saut dans le temps ne soit qu'un artifice dans le genre d'un Deus Ex Machina. Mais il n'en est rien, il s'agit véritablement d'un outil scénaristique majeur dans le déroulé du récit de Eden Zero. Un principe assez simple est utilisé dans Eden Zero et qui se lie assez bien avec l'environnement du space opéra. C'est la présence de plusieurs entités pratiquement divines, que ce soit dans leur puissance et leurs impacts concrets sur le récit à chacune de leurs apparitions, ou par leur mise en scène et leur omniscience. Ainsi, très rapidement, apparaît le personnage de la narratrice. C'est un personnage réel que les protagonistes vont rencontrer. Nous, en tant que lecteurs, on la connaît depuis déjà plusieurs chapitres. Cette narratrice, qui dans sa mise en scène a tous les éléments de l'extraordinaire, je veux dire, elle marche littéralement dans l'espace, en tenue civile, ses pieds nus en appui sur des surfaces invisibles. Donc cette narratrice, via ses commentaires sur l'histoire, va nous permettre de nous recentrer sur l'environnement actuel du récit, son espace-temps et ses enjeux. Personnellement, je ne trouve pas que ces interventions soient artificielles. Mais j'entends tout à fait la réaction des lecteurs qui trouvent que ça l'est. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous, lecteurs, savons par les discours de cette narratrice que les actions des protagonistes sur les événements en cours et à venir auront des conséquences. Ainsi, lorsque Rebecca et Shiki utilisent le saut dans le temps, parfois un peu à outrance, nous on sait que son usage n'est pas anodin. Le lecteur est conscient des enjeux dramatiques. Pour moi, ici, on voit vraiment l'expérience en tant que concepteur et raconteur d'histoire de l'auteur, donc de Mashima Hiro. Je m'explique. Dans 80% des histoires, dont Fairy Tail, le saut dans le temps aurait été utilisé. Puis, beaucoup plus tard, un événement aurait eu lieu et cela aurait été une conséquence imprévue de l'usage du saut dans le temps. Mais finalement, ça apparaît dans le récit de but en blanc. Il n'y avait rien qui l'annonçait parce qu'on suivait les personnages principaux et que nous, en tant que lecteurs, on était aussi ignorants que eux. Alors toutes les histoires jouent sur l'effet de surprise d'un événement inattendu et a priori imprévisible. La question qu'il se pose, c'est ce clin d'œil tacite entre l'auteur et le lecteur.
Est-ce qu'on est conscient de la quantité de récits déjà existants et qui ont déjà utilisé cet outil scénaristique? Je m'explique par un exemple. Aujourd'hui, il est communément admis que si une apocalypse zombie devait avoir lieu, il n'est plus possible de créer une majorité de personnages qui ne comprennent pas ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Parce que beaucoup de récits ont déjà raconté cela, et qu'on part du principe que ces récits ont forcément été écrits et filmés, et sont donc connus dans n'importe quel démarrage d'histoire qui se veut contemporain à notre époque. C'est-à-dire, s'il y a une apocalypse zombie, si quelqu'un en fait raconte faire un livre ou un film sur une apocalypse zombie et qu'elle a lieu en 2024, il n'est pas possible que les protagonistes de l'histoire n'aient pas vu toutes les œuvres qui ont été produites à propos des zombies dans les années avant, en fait. Tous les Walking Dead, etc., ce sont des œuvres qui sont maintenant dans la culture populaire. Et il n'est plus admis, en fait, que des gens ne soient ignorants de ces histoires-là. Dans Eden Zero, je pense que la présence du personnage de la narratrice et l'usage de saut dans le temps passe bien parce que l'univers de Eden Zero, par son style graphique et ses blagues référencées, est un récit suffisamment burlesque pour en faire un univers ouvert, en opposition à un récit fermé en vase clos. C'est-à-dire que si Rebecca et Shiki, avec leur vaisseau, atterrissent sur la planète où a lieu le récit de Fairy Tail, cela ne va pas porter préjudice à l'histoire de Eden Zero. Cela sera un gag référencé de plus. Il est absolument hors de question d'effectuer une référence à une autre œuvre dans un manga comme Berserk. Il s'agit définitivement d'un récit dans un univers en vase clos. C'est pourquoi je m'énerve autant lorsqu'un manga propose un univers très défini sur des références précises, le Japon de l'ère Edo ou le Japon contemporain, et qu'on vient nous faire intervenir plus tard dans l'histoire des personnages ultra référencés comme Sherlock Holmes ou Moriarty. Dans Eden Zero, si des personnages faisant référence à Sherlock Holmes et Moriarty devaient apparaître, cela ne me dérangerait pas. Ça ne me fera pas plaisir non plus, parce que j'en ai marre de les voir partout, mais pour moi, cela ne dérangerait pas l'univers d'Eden Zero. J'en reviens à ce que je disais sur la connaissance passive des lecteurs à propos des zombies. Dans Eden Zero, Mashima Hiro n'a pas besoin de nous dire « Bon, j'espère que vous avez tous vu Retour vers le futur ou l'effet papillon ». Vous avez tous été spectateurs de ces scènes où les personnages sont confrontés aux conséquences de leurs actes et qui vous ont marqué, voire même choqué. Vous avez tous vu ces histoires où les personnages ont de multiples indices leur indiquant que leurs actions vont avoir de graves conséquences, mais qui les ignorent, souvent d'une manière assez artificielle, parce que ces indices sont en fait destinés à nous spectateurs, pour nous faire monter l'impréhension et la tension. En fait, c'est des indices qui sont dans l'histoire, que devraient voir les protagonistes de l'histoire, mais qui sont en fait artificiels parce que c'est le réalisateur et le scénariste qui communiquent directement avec le spectateur. Dans Eden Zero, Mashima Hiro utilise un troisième procédé, via l'intervention de la narratrice. Les personnages sont ignorants, mais vous, lecteurs, je vous dis que cela va mal tourner. Maintenant, regardez les personnages courir droit dans le mur. Bon, tout va bien, il ne s'agit pas d'un récit fondamentalement dramatique, bien entendu. Mashima Hiro dit qu'il fait de la space fantasy. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour lui, c'est un terme qui lui convient mieux que le terme de science-fiction. Alors, je peux maintenant signaler que Mashima Hiro fait quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est qu'il nous parle. En tant qu'auteur, il va toujours essayer d'utiliser la dernière page de son manga pour communiquer avec ses lecteurs. Et moi, en tant que lecteur, j'adore ça. Alors, ce n'est pas le seul à le faire, mais le fait qu'il partage son point de vue sur le manga sur lequel il est en train de travailler, pour moi, c'est un plus. Et je m'explique quand je dis que c'est un plus. Ça fait partie de l'œuvre. Tout comme les auteurs qui nous partagent des concept art sur les dernières pages, ou qui nous mettent des dessins de cartes pour nous expliquer la géopolitique du continent, où prend place leur histoire, pardon. Pour moi, même si ça ne fait pas partie du récit en tant que tel, il s'agit d'éléments qui font partie de l'œuvre dans sa globalité. Je sais que pour d'autres lecteurs, ce qui est en dehors du récit est en dehors de l'œuvre, et l'histoire qui nous est racontée est uniquement ce qui est dans le récit de la page 1 à la page fin de tome avec l'indication suite au prochain livre. Et donc les éventuels chapitres bonus de 4-6 pages qui peuvent raconter un truc qui a été mis de côté car trop secondaire dans le corps du livre à proprement parler, ce sera lu en diagonale et aussi vite oublié, ça n'existe pas dans l'histoire. C'est pas mon cas. C'est pas comme ça que moi que j'aborde les récits.
Lorsque Mashima Hiro dit qu'il n'avait pas prévu de faire partir la personnalité d'un personnage dans telle direction, souvenez-vous, j'en ai parlé plus tôt, mais que cela s'est fait malgré lui, et bien pour moi, cette information fait partie de l'identité du personnage en question. Je sais maintenant qu'il a une personnalité assez forte pour être capable de faire évoluer le récit et la pensée de l'auteur. J'arrive au bout de tout ce qui me semblait intéressant de dire sur Eden Zero sans vous révéler son histoire. Pour conclure, je pense que Eden Zero est un récit très bien construit et une histoire assez intéressante, presque parfaitement illustrée par le dessin de Mashima Hiro. Parce que gros, il y a quand même beaucoup de fanservice. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il me fallait toujours un petit effort mental lorsque je lis un manga sur les Yakuza. Là, c'est un peu pareil. Ça ne me demande pas de faire un effort, mais quand je prends Eden Zero, c'est en sachant qu'il y aura ce fanservice à outrance. Mais pour moi, dans ce manga, on voit très bien la progression et l'amélioration du travail de Mashima Hiro en tant qu'auteur et créateur de récits et d'histoires. Dans ma bibliothèque, Eden Zero est résumé ainsi. Dessin très bon, histoire intéressante et bien construite. Design et psychologie des personnages habituels de Mashima Hiro, pardon. Trop de fanservice, 15 sur 20. J'aurais bien voulu lui mettre 14 ou même 13, parce que j'ai moins d'attachement et appréciatif à proprement parler pour Eden Zero que pour d'autres mangas, auxquels j'ai mis 14. Mais je dois reconnaître la qualité du dessin et la maîtrise du récit de ce manga. Comparativement, pour moi, Eden Zero est un récit bien mieux construit que Fairy Tail. Donc si vous avez bien aimé cette première œuvre, je vous recommande tout à fait Eden Zero. J'ai maintenant terminé la présentation d'Eden Zero. Et je dois vous dire que rédiger donc ce script pour cette présentation de manga a été assez difficile. Vous avez pu le voir, j'ai pas arrêté de rajouter des petites interventions, mais même en plus du script, parce que j'ai pas arrêté de justifier, de me rejustifier, etc. Je vais toujours voir un peu ce que les gens ont à dire d'un manga ou d'un auteur lorsque je commence un script. J'avais oublié que l'auteur Mashima Hiro polarisait autant de critiques pour ne pas dire de haine. Il ne m'appartient pas de répondre à ces critiques. Je ne suis pas spécialement fan de cet auteur ou de son travail, et puis je n'ai absolument pas envie d'entrer dans des débats par réponse interposée entre différentes plateformes. Mais il y a deux remarques, deux idées que je pense intéressantes à développer. La première, sur le style de l'auteur, et la seconde, bien entendu, sur la question du fanservice, qui a déjà été longuement abordée dans la présentation d'Eden Zero, mais je pense qu'il y a quelques petites choses intéressantes à en dire. Alors la première remarque, c'est Fairy Tail dans l'espace. Oui. Et donc c'est une déclaration, pas une démonstration. Est-ce que vous voulez dire que parce que Fairy Tail était bien, Eden Zero est bien? Ou qu'au contraire, parce que Fairy Tail était mauvais, Eden Zero est mauvais? C'est le style graphique du gars. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il modifie l'entièreté de sa manière de dessiner sur chacune de ses œuvres? Il ne le fera pas. Aucun auteur ne le fait. Aucune autrice ne le fait. Il n'a aucune raison de le faire. C'est un style qu'il maîtrise très bien et qui lui permet de produire vite. Je vous l'ai rapidement indiqué dans la vidéo précédente sur Dahlia, Mashima Hiro est une machine. Il dessine très vite, très bien. Ce style de dessin fait partie de sa patte artistique. On la reconnaît, elle est identifiée. Vous reconnaissez le style de Boichi, il ne l'a pas changé en passant du porte-mine et de l'encre de Chine à la tablette graphique. Il a même taffé comme un fou pour reproduire le même effet avec l'outil numérique. Vous reconnaissez le style de Miura Kentaro sur Berserk et à quel point il a influencé tous les dessinateurs sur les récits de Dark Fantasy. Moi, personnellement, j'ai lu tout ce qu'a fait Lim Dal-Young. Je reconnais tellement son style que lorsque les éditions Meian ont annoncé la sortie du manga Silver Plane, ma seconde chance, j'ai vu la couverture, j'y ai vu un dessin de Lim Dal-Young. Et je m'étais pas trompé, il est le scénariste. Et je pense que le dessinateur de l'œuvre est un des anciens assistants de Lim Dal-Young, parce que l'influence est évidente. Si un auteur, un dessinateur a un style de dessin identifié, il fait partie de sa marque de fabrique. Il n'a aucune raison d'en changer, bien au contraire. Les lecteurs qui lisent du Mashima Hiro le lisent aussi pour son style de dessin. Et pour finir, un dernier mot sur le fanservice et son utilisation par Mashima Hiro. Bien qu'il ait tendance à se faire oublier en Occident, puisque nos médias l'ont érigé en héros du shonen entre 2008 et 2011. Souvenez-vous. Jusqu'à ce qu'il soit de bon ton de trouver les défauts de son récit sur Fairy Tail comme étant des fautes inexcusables.
Ainsi, Mashima Hiro est le premier mangaka que je connaissais à l'époque, donc à l'époque en 2010, hein, et qui avait une communauté de haters. Et j'ai pu constater, en faisant quelques recherches sur Eden Zero, qu'ils sont encore actifs presque 15 ans plus tard. Et oui, parce que l'œuvre qui a fait connaître donc Mashima Hiro est un manga de type shonen dont tout le monde a déjà entendu. Le nom, c'est Fairy Tail. Nous parlerons de Fairy Tail. Mais il y a énormément de choses très intéressantes à en dire. Mais pas dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est du F, qui sera donc sur Flying Witch. Le manga, je m'engage à ce que le prochain F soit Fairy Tail. Donc dans 27 mangas, qu'on aura fait une boucle complète jusqu'au prochain F, je vous parlerai et je vous dirai ce que je pense de Fairy Tail. Alors, quels sont les reproches qui sont faits à Mashima Hiro, concrètement ? 1. Ses dessins sont bourrés de fanservice, c'est-à-dire centrés sur une mise en valeur des fesses et de la poitrine des protagonistes féminins. 2. De donner à des adolescentes des corps aux proportions de femmes adultes et de souvent les mettre dans des situations où elles vont perdre leurs vêtements. 3. D'avoir trahi la personnalité de certains des personnages de Fairy Tail au fur et à mesure du récit. 4. D'avoir raté le découpage des cases et les dessins de l'un des événements les plus attendus dans le récit de Fairy Tail, le retour des dragons. 5. De ne jamais vraiment tuer les personnages qui sont supposés mourir. Souvenez-vous, je l'ai annoncé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le personnage A meurt, l'auteur a trouvé une entourloupe scénaristique pour que A revienne 3 ou 4 bouquins suivants. Et finalement, dans Fairy Tail, il n'y aurait jamais vraiment de conséquences graves. Alors, concernant les points 3, 4 et 5, qui sont surtout spécifiques au manga Fairy Tail, alors je les aborderai quand je vous parlerai, je vous ferai une vidéo spécifique à Fairy Tail. Concernant les points 1 et 2, alors, et attention, je dis pas que je vais les défendre ou les attaquer ou que ce soit, je vous ai dit à nouveau, je suis pas l'avocat de cet auteur, c'est pas mon problème. Par contre, je pense que c'est intéressant de les développer, parce que c'est des reproches qui sont, s'ils sont aussi communs, ils ont forcément une explication, une légitimité, donc on peut en parler. Concernant les points 1 et 2, je pense que ce sont des reproches assez légitimes. Mais pour le coup, c'est aussi le style graphique du gars. Il aime dessiner des culs ronds et des poitrines rondes. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt le marketing de sa maison d'édition qui n'est pas le bon ? On revient au tout début de la vidéo. Est-ce qu'il faudrait destiner les mangas de Mashima Hiro à un public plus mature que les préados et les jeunes adolescents ? En plus des appétences personnelles de Mashima Hiro en termes de sujets de dessin arrondi, je me permets donc de remettre en cause le marketing des maisons d'édition sur les séries de type shonen au Japon. Marketing qui est complètement appliqué par les médias japonais d'anime et de manga. On est vraiment dans une globalité marketing de toutes les des maisons d'édition et de tous les médias au Japon. Marketing qui a été appliqué à la lettre par nos médias animés et mangas en Occident et notamment en France. Ils se sont calmés depuis 2015-2017, mais il faut se rappeler des énormes posters qu'on trouvait dans les librairies de manga aux alentours des années 2010, où on nous mettait le personnage féminin principal de Fairy Tail avec la poitrine en gros plan comme ça. Donc, la remise en perspective que je vous propose, avec la question suivante, ou les questions suivantes. Qu'est-ce qui a fait, durant les tomes 1 à 10 de Fairy Tail, que les personnages féminins ont commencé à perdre progressivement de plus en plus facilement leurs vêtements ? Qu'est-ce qui a fait que le personnage de Nami dans One Piece a pris 3 tailles de soutien-gorge en passant d'adolescente à jeune femme ? Ce n'est pas le même auteur, et justement, vous m'entendez commenter de manière salée le fait que des œuvres comme One Piece, Naruto, prennent trop de place dans les étagères des librairies au détriment des autres mangas. Eh bien, sachez qu'au Japon, le rapport est à peu près le même. Sauf qu'au Japon, le manga est une grande industrie culturelle. Donc, si nous, à la Fnac, on a une librairie, ou dans une librairie, et qu'ils ont quelques rayons de manga, ça casse les couilles de voir qu'une étagère complète est consacrée à One Piece, et qu'on est obligé de passer commande pour avoir un manga spécifique, parce qu'ils ont dégagé tous les tomes de la série des étagères pour faire de la place. Eh bien, au Japon, quand vous rentrez dans un magasin spécialisé en goodies, animés et manga, je spécifie, les magasins de goodies, animés et manga, qui ne sont pas des librairies que de manga. Il y a les deux. Le rez-de-chaussée est consacré à One Piece, Naruto, l'Attaque des Titans, Dragon Ball et Death Note.
Et si vous cherchez autre chose, donc parmi les millions d'autres œuvres, il faudra chercher dans les 3 ou 4 étages suivants. Alors, du coup, ça ne pose pas de problème en termes d'accessibilité, parce que là, c'est des étages entiers qui sont consacrés aux produits animés et mangas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous ne venez pas pour des livres, et que vous recherchez des produits issus du marketing, les goodies, les posters, les figurines, les dessins ex-libris, 80%, et peut-être que je suis un peu juste, hein. Donc au moins 80%, c'est que du cul. Pardon, j'ai le ton qui monte. Les maisons d'édition au Japon n'utilisent que l'axe de la sexualisation des personnages féminins des mangas pour vendre. Que du cul, je vous le promets. Même si l'œuvre d'origine n'a rien à voir avec ça, s'il y avait un personnage féminin, même secondaire, qui avait l'air d'avoir à peu près plus de 13 ans, ils la foutent en sous-vêtements et ils en font des posters. Et on a vu, hein, ils ont fait des trucs avec des figurines comme... alors elles sont pas trop grandes les figurines, donc ça va. Où ils mettent en bikini des gamines qui ont 6-7 ans. Et ils en font toute une série de petites figurines à collectionner. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, quand j'étais là-bas, je savais plus quoi penser. Est-ce que je dois avoir envie de cracher Est-ce que je dois avoir envie de cracher sur le consommateur japonais? Est-ce que c'est lui qui demande spécifiquement ça? Ou est-ce que ce sont les maisons d'édition qui se sont rendues compte que, bah oui, le cul, ça fait vendre, hein. En Occident aussi, on sait bien que le cul, ça fait vendre. Et qui, du coup, alimentent à outrance ce marché. Et qui, du coup, ne vont rien faire pour le changer. Mais qui, en plus, deviennent maintenant influenceurs de la manière dont vont percevoir les consommateurs les œuvres d'origine, les mangas. Je vous ai mis, durant tout mon discours, la une, donc la couverture du Kodensha Shonen Magazine, le magazine de prépublication avec le premier chapitre de Eden Zero, donc à l'époque. Vous l'avez bien observé, cette couverture? Ou est-ce que vous avez besoin que je fasse un gros plan dessus? Pour moi, c'est trop facile de faire le procès systématique du fanservice des dessins de Mashima Hiro. Certes, il ne fait rien pour changer la situation, et financièrement, cela lui a été plutôt profitable, très profitable. Je pense, je n'ai aucun élément preuve, mais je pense que les reproches qui sont faits à Mashima Hiro en France ne lui sont pas faits au Japon, et que, au contraire, il est validé et encouragé à mettre ce fanservice dans ses dessins. Alors attention à ce que je dis, le fanservice, le fait que ça touche dans 99% des cas des personnages féminins qui ont des corps de déesse, oui, c'est du sexisme. C'est une manière de vendre du cul de manière plus ou moins acceptable suivant la culture de notre pays et l'impact de la réussite économique sur nos mœurs. Je vous l'ai brièvement sous-entendu beaucoup plus tôt dans cette vidéo. Mais de mon point de vue, d'homme blanc de presque 40 ans hétérosexuel, je vois du sexisme vis-à-vis des femmes dans les œuvres d'auteurs dont l'auteur est une femme, et destinées et marketées à l'attention d'un public féminin. Alors, fondamentalement, je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Peut-être que ce que je prends pour du sexisme n'en est pas. Et je sais que même si elles n'ont pas beaucoup de place dans les médias japonais, il y a des femmes au Japon qui dénoncent le sexisme et la représentation du corps des femmes dans les œuvres culturelles contemporaines, les mangas, mais notamment surtout sur le traitement des idoles. Mais ce sont des questions compliquées à aborder de notre part en tant que Français, parce qu'il ne nous appartient pas de faire le procès d'un autre pays et du fonctionnement de sa société. On peut toujours la commenter. C'est pourquoi, exceptionnellement, je me permets de vous demander de mesurer vos propos si vous choisissez de commenter cette vidéo, notamment sur ces derniers sujets que j'ai abordés. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.